Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission radio, réalisée par des élèves de 3e dans le cadre du concours national de la résistance et de la déportation. Du régime de Vichy à la libération de Paris, nous vous parlerons de ces hommes et de ces femmes qui ont évidemment contribué à la victoire. Nous aurons aussi le privilège et l'honneur d'écouter un résistant de notre département qui a répondu à quelques-unes de nos questions. Mais tout de suite, place à la chronique. Alors maintenant, Maëlys va vous expliquer le régime de Vichy. Après la défaite de la France en juin 40, la République prend fin et c'est le régime de Vichy. Il est dirigé par le maréchal Philippe Pétain qui est héros de la Première Guerre mondiale. Il assure le gouvernement de la France du 10 juillet 1940 durant l'occupation de l'Allemagne nazie. À la fin de l'année 1940, le régime de Vichy collabore avec l'Allemagne qui désigne de nouveaux ennemis, les Juifs, les Francs-maçons et les Britanniques. Refusant cette politique, quelques Français entrent en résistance. C'est pour cette raison que le régime de Vichy crée le 30 janvier 1943 la Milice française, une organisation politique et paramilitaire française de lutte contre la résistance, qualifiée alors de terrorisme. On craignait les Allemands, évidemment. Mais on craignait aussi les Français. Les Français qui dénonçaient les autres. Vous savez, par la suite, lorsqu'on a monté un musée, je suis tombé sur des lettres de dénonciation. Alors, les gens qui accusaient leurs voisins d'avoir ceci, d'avoir cela. Alors, on craignait, mais en général, on connaissait ces gens-là. On les connaissait. Il y avait, par exemple, la milice. Alors, la milice, c'était des gens qui avaient de l'uniforme bleu, d'ailleurs, c'était des pétinistes, c'était des fascistes. Ceux qui étaient en uniforme, mais il y en avait d'autres. Eux, c'était en civil. C'était un paysan à qui ça rapportait plus de raconter ces histoires aux Allemands. Et l'autre, c'était un ancien sous-officier de l'armée de Syrie. Dès l'armistice signé par la France en juin 1944, quelques personnes se soulèvent contre l'occupant nazi. Le général de Gaulle, le 18 juin 1940, appelle les Français à le rejoindre à Londres pour continuer la lutte. C'est le début de la résistance. Nous allons maintenant vous présenter quelques groupes de personnes qui ont résisté. Pourquoi je me suis engagé? Toujours pour les mêmes raisons. Je suis entré dans la résistance à la demande de quelqu'un qui était déjà. Après, il est venu me trouver parce qu'il me connaissait. Et il me proposait de faire un certain travail de propagande auprès des jeunes. Alors, bon, pour moi, ce que je voulais surtout, c'était que les Allemands quittent évidemment notre sol, mais je voulais aussi que les choses changent en France. À présent, Maëlys, on va vous présenter l'histoire de Jean Moulin. Jean Moulin est un résistant français né le 20 juin 1899 à Béziers et mort le 8 juillet 1943 près de Metz. Pourquoi est-il si connu ? Refusant l'occupation nazie, il rejoint en septembre 1941 l'organisation de la résistance en France, libre à Londres en passant par l'Espagne et le Portugal. Mais a-t-il agi seul ? Il a agi avec Charles de Gaulle, à qui il fait un compte-rendu de l'état de la résistance en France et de ses besoins financiers et en armement. Quelle est sa mission ? Il est envoyé à Lyon par Charles de Gaulle pour uniformiser les mouvements de la résistance où il fut arrêté le 20 juin 1943 et conduit au siège de la Gestapo où il est torturé. Il fut ensuite transféré à celle de Paris. Et comment meurt-il ? Il meurt dans le train qui transporte en Allemagne, peu avant le passage de la frontière, le 8 juillet 1943. Que dirige-t-il ? Il dirigea le Conseil national de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale, où il fut considéré comme l'un de ses principaux héros de la résistance. Comment Jean Moulin est-il nommé ? Il est nommé général de la brigade à titre honorifique lors de la Libération, puis général de division en novembre 1946. Moi, je ne savais pas, bien sûr.
mais des responsables sous l'égide de Jean Moulin, qui était le représentant du général de Gaulle en France, avait réussi à réunir des représentants des différentes organisations de résistance et les partis politiques et les syndicats qui faisaient de la résistance, ils en faisaient pour tous. Et maintenant, le groupe Manoukian avec Laurine. Y a-t-il eu des Français dans la résistance ? Il y a aussi eu des personnes issues de l'immigration, notamment des résistants devenus très connus qui étaient issus de la MOI, main-d'œuvre immigrée, dont Missak Manoukian, chef du groupe Manoukian. Pendant plusieurs mois, cette organisation composée d'une 60aine d'hommes et de femmes va harceler quotidiennement l'occupant nazi. Immigrés pour la plupart, ils vont être la principale force armée s'opposant directement aux Allemands en région parisienne. Quel est le parcours de Manoukian ? En février 1943, Missak Manoukian s'engage dans la branche armée de la MOI. Rapidement, il obtient des responsabilités au sein de l'organisation. Il en devient même le principal dirigeant et donc le chef de la résistance parisienne. Ses troupes passent à l'action plusieurs fois par semaine. Attentats, exécutions d'officiers allemands en plein jour, déraillements de trains, il ne laisse aucun répit à l'occupant. Comment Manoukian est-il mort ? L'efficacité du groupe Manoukian est telle que les nazis mettent en place d'importants moyens pour le traquer. 200 agents sont en charge de pourchasser les membres de l'organisation clandestine parisienne. Les renseignements généraux, les agents municipaux, les brigades spéciales et la police française elle-même participera activement à l'opération. Manoukian finira par être arrêté en novembre 1943 avec une trentaine de résistants. Condamné à mort après avoir été torturé pendant des heures, Manoukian et 9 membres de son groupe sont ensuite présentés comme des terroristes à travers une importante campagne de propagande. Les nazis produisent des milliers d'affiches pour diaboliser la résistance, notamment l'affiche rouge qui assimile la résistance à un, je cite, « complot étranger contre la vie des Français et contre la souveraineté de la France ». Cette campagne de communication produit tout le contraire aux yeux des Français. Elle rappelle à la population que la lutte contre l'occupant est bien encore vivante. Les gens sont émus, certains déposent même des fleurs au pied des affiches. Comment on agissait ? Alors ça dépend de ce qu'on avait à faire. Mais avant le 6 juin, on avait surtout à distribuer des tracts, à recruter, parce que des jeunes, il y en avait plein les fermes, des jeunes. Parce que Laval et Pétain avaient pris des ordonnances pour obliger les jeunes Français qui étaient nés en 1921, en 1922 et en 1923 à aller travailler en Allemagne pour Hitler. Alors, il y avait de nombreux jeunes qui cherchaient à se cacher. Les paysans, bon, ils croyaient faire une bonne opération. Seulement, s'ils avaient été dénoncés à la Gestapo, non seulement les jeunes auraient été arrêtés et envoyés en Allemagne, mais eux aussi, ils couraient un risque, mais je pense qu'ils ne savaient pas. C'est parti pour la chronique de Guy Moquet. Oumoud va nous expliquer la lettre de Guy Moquet. Guy Moquet était communiste à l'âge de 16 ans. Il s'est engagé pour libérer la France du nazisme. Il a écrit une lettre le 21 octobre 1941, le veille de sa mort. Dans quelles circonstances Guy Moquet a-t-il été arrêté ? Guy Moquet a été arrêté par la police française en octobre 1940 car il distribuait de la propagande communiste le 15 mai 1941. Guy Moquet a été transféré au camp de Choiseul où sont internés de nombreux communistes. Dans quelles circonstances a-t-il été fusillé ? Le communiste a été exécuté le lendemain, le 22 octobre 1941, car il a été choisi au hasard parmi une liste de militants, et fusillé en représailles à la mort de Karl Rutz, un ingénieur et militaire allemand. Il était abattu par un commando de résistants communistes. Mais dis-nous en plus, Oumoud. À qui était destinée cette fameuse lettre dont on parle encore aujourd'hui ? On va aborder un sujet plutôt compliqué et délicat, car cette lettre est une lettre d'adieu pour sa famille. Dans sa lettre, il fait ses adieux individuellement à chaque personne de sa famille avec des paroles sages, alors qu'il n'a que 17 ans et qu'il est conscient qu'il va mourir jeune. Il nous le fait comprendre en disant « Je vous embrasse de tout mon cœur d'enfant ». Pourquoi parle-t-on encore de cette lettre aujourd'hui ?
On parle encore de cette lettre aujourd'hui grâce à Nicolas Sarkozy qui en fait part dans certains de ses discours en expliquant qu'on peut se sacrifier pour son pays ou pour sauver des personnes dans le besoin. On n'avait même plus le droit de danser, vous voyez. C'était interdit. On était obligé d'organiser des bals clandestins dans les fermes. Alors, je sais, toutes ces choses-là, ça faisait que, oui, à 18 ans, j'avais envie que ça change quelque chose. Nous allons maintenant parler des soldats français venus d'ailleurs pour libérer la métropole. Qui sont ces soldats ? Lors de la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, la France fait appel à son empire et à ses troupes coloniales. Alors qu'une nouvelle guerre contre l'Allemagne semble imminente, près de 300 000 hommes sont mobilisés en Algérie, au Maroc, en Tunisie, à Madagascar ou au Sénégal. Mais qui a envoyé un appel aux colonies ? Suite à la défaite de 1940, tous les soldats sont démobilisés. Toutefois, l'appel de la résistance du général de Gaulle, laissé dans les colonies, a été bien reçu puisque les engagements dans les troupes de la France libre sont nombreux. Des 4 coins de l'Empire, des hommes se mettent sous les ordres de Gaulle et rejoignent les troupes combattantes. En 1939, les troupes coloniales forment environ un quart du total des forces françaises. Une bonne partie d'entre elles est restée basée dans les colonies. Notamment au régiment des tirailleurs sénégalais dont le corps fut créé en 1857 et supprimé dans les années 1960-1964. À la veille de la campagne de France qui commence le 10 mai 1940, avec l'offensive allemande à l'ouest, le nombre total des Sénégalais mobilisés est estimé à 179 000 hommes et celui des Sénégalais engagés dans les combats en métropole à 40 000 hommes. Combien de soldats furent tués ? Au cours de la bataille de France, en mai et juin 1940, 10 000 soldats noirs furent tués et 7 500 moururent dans les camps de prisonniers de guerre. Beaucoup de ces prisonniers africains, gradés et simples soldats, étaient sommairement exécutés par les Allemands, ces derniers les considéraient comme des sous-hommes. Quelle action ils ont réalisée pendant le conflit ? Malgré les rigueurs climatiques, les maladies et l'altitude des états-majors qui leur donnaient systématiquement des corvées subalternes. Ces troupes issues des colonies se sont illustrées dans la campagne d'Italie en mai 1944 et ont joué un rôle décisif dans la libération de la métropole en 1944-45. Ces soldats étaient reconnus comme les autres ? Non, c'est seulement après 2006, avec un film de Rachid Bouchareb, Indigène, dans lequel 3 tirailleurs algériens et un goumier marocain s'engagent dans l'armée de la libération en 1943, qu'ils seront reconnus par l'État. Alors ces soldats avaient aussi un chant, le chant des Africains. L'armée d'Afrique l'adopte rapidement et en fait sa marche officielle. Et nous les Africains qui revenons venant des colonies pour sauver la paz, nous avons tout quitté par un bifouaille, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à cette terre. Bien, alors maintenant, nous allons présenter différents épisodes de la libération de la France. En présentant la libération de Paris, mais avant, nous allons évoquer le débarquement. Alors nous sommes le 6 juin 1944 en Normandie. Les bateaux et les hommes déferlent sur les plages normandes. Alors Antoine, combien sont-ils le 6 juin 1944 ? Ils sont 156 177 hommes à débarquer sur les plages. Oui, j'ai bien dit 156 177 hommes de toutes les nationalités, américaines, britanniques, canadiennes, françaises. Cette mission avait déjà été élaborée en 1943. Mais d'où sont parties ces troupes ? Elles sont parties d'Angleterre. Le départ était prévu initialement le 4 juin, mais les conditions météo ont empêché le départ pour les côtes normandes. C'est donc le 5 juin que 5000 bateaux traversent la Manche pour littéralement envahir les plaines normandes. Les parachutistes sautent par milliers sur les côtes malgré les nombreuses pertes. Au fur et à mesure, les forces allemandes vont tomber pour offrir une percée décisive aux Alliés. Alors aujourd'hui, des mémoriaux ont été créés en l'hommage des sacrifices de ces soldats. Merci Antoine pour toutes ces informations. Alors maintenant, nous sommes avec Noé qui va nous expliquer un autre débarquement, celui de Provence. Au début du mois d'août, dans les ports méditerranéens, des soldats alliés se préparent à débarquer. Mais combien sont-ils à débarquer sur ce port ? Ils sont 50 000 à débarquer sur ces belles plages de Provence. Mais Noé, il y a bien eu des points de ralliement pour organiser ce départ. Alors mon cher Hugo, ils sont partis de 8 points.
8 points stratégiques. Ajaccio, Naples, Tarente, Brisy, Palerme, Cagliari, Alger et Oran. Mais il n'y avait pas que des bateaux et des hommes qui ont contribué à cette victoire. Alors non, il y a eu aussi des centaines et des centaines d'avions pour protéger la flotte. Y a-t-il eu des combats durant ce trajet? Il y a eu des combats, des Allemands qui essayaient de faire le plus de dégâts possible, mais ce fut un échec. Leurs offensives sont repoussées. Mais il y avait bien des places fortes sur ces plages de Toulon. Il y avait une grosse place forte. Cette place forte était équipée de canons dotés d'une très grande portée. Donc on se doute bien qu'ils ne sont pas arrivés à Toulon. Alors non, ils sont arrivés sur la côte des Morts, où ils se sont apportés de canons allemands. Ils parviennent à gagner les plages de Provence, qui a énormément avantagé la libération de la France. J'ai une dernière question pour vous. Pourquoi ces soldats se sont-ils engagés pour libérer des pays qui ne sont pas les leurs? Ces soldats britanniques, américains et canadiens se sont engagés pour libérer l'Europe du nazisme et remettre en place des démocraties pour protéger leur pays. Et l'une des tâches du CNR, indépendamment de l'organisation d'action pour retrouver la liberté en France, ça a été un programme. Ils ont fait ce qu'on appelle le programme du Conseil national de la résistance. C'est un programme qui rétablissait les libertés démocratiques, parce qu'on n'avait plus le droit de voter, on n'avait plus le droit de se réunir, on n'avait plus le droit de... On n'avait même plus le droit de danser, vous voyez. La libération de Paris. Quand a eu lieu la libération de Paris? La libération de Paris pendant la Seconde Guerre mondiale a eu lieu du 19 au 25 août 1944, marquant la fin de la bataille de Paris. Cet épisode met un terme à 4 années d'occupation de la capitale française. Par qui Paris a-t-il été libéré? Paris a été libéré par la révolte du peuple de cette ville lui-même. Pourquoi les Parisiens se sont-ils révoltés? Le peuple s'est révolté car auparavant, il y a eu le débarquement des Américains en Normandie. Le général de Gaulle a demandé aux Américains de libérer Paris, ainsi le peuple en a profité pour se révolter aussi. Par qui les Parisiens ont-ils été dirigés durant cette résistance? À cette époque, la résistance parisienne a été commandée par le colonel Rol-Tanguy. Quand a eu lieu la capitulation des troupes d'occupation de Paris? Durant l'après-midi du vendredi 25 août 1944, le général Leclerc reçoit à Paris la capitulation des troupes d'occupation de la capitale. Qu'est-ce qu'un acte de capitulation? Un acte de capitulation est un papier qui stipule que l'armée adversaire arrête les combats. Par qui est signé le document de capitulation? Le document de capitulation est signé par le général von Choltitz. Il est aussi contresigné par le colonel Rol-Tanguy, responsable régional des forces françaises de l'intérieur pour l'Île-de-France. À qui a été remis l'acte de capitulation? Le général Leclerc a remis en main propre l'acte de capitulation au général de Gaulle. Merci Mathilde. J'ai été blessé à Saint-Pierre-de-Cour. Le 31 août 1944, il y a eu une bataille importante d'ailleurs. Parce que dans la nuit, on avait arrêté un convoi allemand qui regagnait l'Allemagne. Et ce convoi, c'est un convoi on l'a su après, il y avait 2000 Allemands. Vous savez, il y en a beaucoup de causes. À cause de nos jours, vous savez, faut aider les gens qui sont en difficulté. Et je pense notamment aux sans-papiers, etc., qui viennent se réfugier en France. Il y a aussi, vous savez, des peuples qui souffrent beaucoup, les Palestiniens. Ceux-là devraient être aidés. De bombardements près de Damas. C'est malheureux. Bon, ça ne devrait pas exister. Bon, en France, il y a combien de gens qui vivent dans la misère? C'est des causes nationales sur lesquelles il faudrait s'engager. Et toute ma vie, moi, j'ai été engagé pour des causes où il fallait aider. Eh bien, tout au long de ma vie, je luttais d'abord pour
imposer, c'est le cas de le dire, le programme du Conseil national de la résistance. Il a fallu se battre pour obtenir ça. La sécurité sociale, et puis les nationalisations, l'abaissement de l'âge de la retraite, tout ça, hein. Tout au long de ma vie, il a fallu se battre. Alors, aujourd'hui, je vois comment tout ça s'est attaqué. C'est attaqué. Voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que cela vous a plu, que vous avez compris ce que pour nous est l'engagement pour libérer la France. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Si tu tombes, un ami sort de l'ombre à t'appeler.